Bienvenue dans votre journal de l'Afrique, voici les titres. À la une ce soir, est-ce le premier pas vers la fin du franc CFA? Le président béninois Patrice Talon a annoncé les retraits des réserves de change du CFA de la Banque de France. Et c'est la première fois qu'un chef d'État des pays concernés en parle aussi ouvertement. En Guinée-Bissau, le Premier ministre Faustino Imbali, désavoué par la communauté internationale, a démissionné. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO se tient à ce sujet de la crise politique au Niger. À Bissau, les candidats font campagne. Reportage dans ce journal. Ce soir s'ouvre à Paris le rendez-vous incontournable des amateurs d'art africain. ACA, c'est la plus grande foire d'art contemporain et de design africain à Paris. Et pour en parler, nous recevons un artiste franco-ivoirien qui expose pour la 3e fois Gopal Danyogo, un peintre iconoclaste aux influences multiples et qui porte un message universel. On ne l'attendait pas sur ce terrain. Interrogé sur la crise politique qui secoue son pays depuis plusieurs mois, le président béninois a fait une sortie sur le franc CFA. Patrice Talon a annoncé sur France 24 le retrait des réserves de change du franc CFA. Ces réserves détenues par la Banque de France devraient être réparties auprès des différentes banques centrales africaines, ce qui serait un premier pas peut-être vers la fin de la monnaie du franc CFA. Un sujet qui agite le continent africain depuis quelques années. Pierre Delrieux. C'est la première fois qu'un chef d'État parle ouvertement du retrait des réserves de change du franc CFA déposées à la Banque de France. Un modèle dépassé selon le président béninois Patrice Talon. Psychologiquement, par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue. Donc la Banque centrale des pays d'Afrique de l'UEMOA va gérer la totalité de ses réserves de devises, va les répartir auprès des diverses banques centrales partenaires dans le monde. Créé en 1945 par les accords de Bretton Woods, le franc CFA est aujourd'hui utilisé par 14 pays africains, divisés en 2 zones monétaires. L'UEMOA en Afrique de l'Ouest et le CEMAC en Afrique centrale. Les Comores font également partie de la zone CFA, mais disposent de leur propre franc. Au total, 155 millions de personnes utilisent actuellement le franc CFA. Sa valeur indexée sur l'euro maintient les économies africaines dans la dépendance de la politique monétaire européenne, une situation régulièrement taxée de néocolonialisme par ses détracteurs. Début octobre, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, avait déclaré que la France était ouverte à une réforme du franc CFA. Le président de la République est prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc. Mais je le redis, c'est aux États membres de la zone de prendre l'initiative, de faire des propositions et de mesurer jusqu'où ils souhaitent aller. Depuis plusieurs années, des mouvements anti-franc CFA se sont multipliés dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, demandant que près de 60 ans après leurs indépendances, les anciennes colonies françaises puissent gérer leur propre monnaie. Le détachement du franc CFA de l'euro a été enclenché cette année avec l'annonce officielle de l'ECO, cette monnaie unique qui devrait remplacer le franc CFA en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2020. On passe à la crise politique en Guinée-Bissau. Le Premier ministre Faustino Imbali a ordonné sa démission ce vendredi. Il avait été nommé par le président José Mario Vach il y a une dizaine de jours. Une nomination fortement contestée par la CEDEAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest était réunie en sommet extraordinaire à Niamey à ce sujet. Elle avait donné 48 heures au gouvernement pour démissionner. La CEDEAO a par ailleurs annoncé l'envoi prochaine d'une délégation de 5 chefs d'État à Bissau et le renfort des troupes sur place dont l'effectif va doubler. La démission du Premier ministre va-t-elle apaiser les tensions sur place? La campagne électorale pour la présidentielle prévue le 24 octobre bat son plein. Reportage de notre envoyée spéciale, Sarah Sarro. Direction Pradis pour un des chefs de file de l'opposition. Le candidat mène campagne dans ce village à l'ouest de Bissau et promet des mesures fortes. Les pays en panne, madame, les pays en panne. Pourquoi vous avez un balai? Ça, c'est pour nettoyer tous les bandits. Et les faux et les trafics de drogue seront retournés en Colombie et à l'Amérique latine. C'est pour cela. Viva! Viva! Un langage qui séduit ces villageois. Ce vote est très important pour nous car nous en avons assez de cette crise interminable. Il n'y a pas de boulot pour les jeunes, il n'y a pas d'école.
L'enjeu de ce scrutin est de taille pour les Bissau-Guinéens. Il s'agit de sortir d'une période d'instabilité qui dure depuis des mois, voire des années. Une crise que l'on pourrait résumer à un bras de fer entre le président sortant, José Mario Vach, et le PAIGC, formation dont il a été exclu et parti historique du pays. Le PAIGC a lui aussi son candidat, Domingos Pereira. Le parti est en conflit ouvert avec la présidence qui a limogé le Premier ministre issu de ses rangs. Un non-événement pour ce responsable. Il a tenté un coup d'État, mais ses complices lui ont fait faux bond. Ce sont juste des opportunistes. De son côté, le président sortant, José Mario Vach, qui se présente en indépendant, continue de mener campagne malgré le climat politique tendu. Ce pays est entre nos mains. Si vous voulez qu'il se développe, il faut qu'il reste entre nos mains. Dans les rues de la capitale, nombre d'électeurs sont lassés par cette énième crise politique. Moi, je n'irai pas voter. Je n'ai même pas le temps. Vous voyez, je suis occupée. C'est ça qui me fait vivre. Il crée la confusion. Au lieu d'avancer, le pays recule. 12 candidats s'affronteront dans les urnes le 24 novembre prochain. Oui, vous l'aurez noté vous-même, il s'agissait de l'élection présidentielle du 24 novembre. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, à l'île Maurice, la coalition du Premier ministre sortant serait en tête des élections législatives selon les résultats partiels. À 57 ans, Pravin Jugnauth est en quête de légitimité populaire. Il avait succédé à son père en 2017, d'abord à la tête du principal parti, le mouvement socialiste mauricien, avant de prendre le pouvoir sans passer par les urnes. Des milliers de personnes ont manifesté à Alger pour le 38e vendredi consécutif contre la tenue de 12 décembre prochain d'élections présidentielles et contre le régime et le chef d'état-major sans atteindre le raz-de-marée populaire de vendredi dernier. Les manifestants étaient nombreux dans les rues de la capitale où ils ont défilé sans incident et dans une ambiance bon enfant. Des familles des détenus du Hirak, mouvement de contestation qui a agité le nord du Maroc en 2016 et 2017, ont manifesté ce vendredi à Rabat contre des mesures disciplinaires d'isolement visant le chef du mouvement, Nasser Zefzafi, et 5 de ses co-détenus. Ces derniers accusent le gouvernement de torture et d'après leur famille, les 6 militants ont entamé une grève de la faim au lendemain de leur placement en isolement. On passe à la culture. 50 exposants, 130 artistes travaillant tous autour de l'Afrique. En 4 éditions, ACA s'est imposée comme la plus grande foire d'art contemporain et de design africain à Paris. Et pour évoquer cette foire de l'art contemporain, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau un artiste franco-ivoirien inclassable aux influences multiples qui expose dans le monde entier, Gopal Danyongo. Merci d'être là. Merci à vous, Fatimata, de me recevoir sur votre plateau. Oui, c'est votre 3e participation à ACA. Que représente pour vous cette foire ? La foire ACA, c'est l'occasion de mettre un gros coup de projecteur sur ce que les Africains aujourd'hui peuvent produire de plus beau. Parce qu'on est dans le domaine de l'esthétisme, de la beauté. Et je me rends compte, en visitant l'exposition très rapidement, que tous, finalement, rivalisent de créativité pour produire des œuvres remarquables. Ouais. Et alors vous, je l'ai dit en introduction, vous êtes donc franco-ivoirien. Vous êtes né d'une mère française et d'un père ivoirien. Vous avez vécu jusqu'à vos 16 ans à Abidjan, avant d'aller faire vos études d'art à Bordeaux, de les commencer. Mais à quel moment vous avez décidé d'être un artiste ? Je pense que j'ai toujours su depuis l'enfance que je ferais du dessin et de la peinture. Ça a été la seule matière à l'école qui m'a intéressé, où j'ai toujours fait mes devoirs de façon très scrupuleuse. Je ne faisais pas les devoirs de maths, mais le dessin, ça, c'était toujours très sérieux. Donc j'ai toujours su, oui, que je voulais faire ça. Je suis né à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan. C'est un pays, c'est toujours un pays magnifique, extraordinaire, malgré les crises politico-militaires et tout ça qu'on a connues. Et donc je suis venu en France à 17 ans pour faire des études d'art plastique. Donc j'ai passé un bac art plastique, j'aurais dû continuer normalement aux Beaux-Arts comme tout le monde, sauf que j'ai choisi de faire autre chose, de bifurquer.
Et 2 ans après le bac, je me suis présenté au concours des Beaux-Arts et j'ai été, je devrais dire, heureusement refusé. Ah oui, parce qu'après, vous partez au Burkina Faso à prendre le bronze, c'est ça? C'est ça, je retourne ensuite en Côte d'Ivoire, je m'installe au Burkina pendant 3 ans, je fais du bronze, je me familiarise avec les techniques traditionnelles du bronze et tout ça. Et je reviens ensuite en France, à Paris, où j'arrête de peindre pendant une dizaine d'années à peu près. Et c'est seulement depuis 9-10 ans que je me suis remis véritablement à la peinture, en m'affranchissant aussi de beaucoup d'obligations, de règles. Voilà. Oui, alors justement, on en parlera. Mais lorsqu'on voit vos œuvres, on a une espèce d'impression qu'il s'agit de dessins automatiques, comme s'il n'y avait pas de sens. Mais quel est le message, en fait, que vous cherchez à... Il peut y avoir dans ce que je dessine, plus que dans ce que je peins, de ce qu'on peut appeler du dessin automatique. Avant, on avait des téléphones fixes et on avait souvent un bout de papier à côté du téléphone, on griffonnait tout ça, on ne le fait plus aujourd'hui. Mais parfois, quand je dessine, il m'arrive de dessiner de façon complètement automatique. C'est une forme de catharsis où les choses sortent. On ne sait pas trop d'où, on ne sait pas trop comment, et s'organisent d'elles-mêmes. Et en général, j'adore ces moments-là où les choses se font sans, je dirais presque en mon absence. L'œuvre se construit toute seule sans que j'aie à intervenir véritablement. Après, à la fin, effectivement, on bricole, on triche un petit peu pour ajouter quelques petits effets ou pour équilibrer un petit peu. Mais je préfère, effectivement, même dans la peinture, des œuvres qui se construisent toutes seules. Je vais avoir un premier jet et puis je laisse partir et puis après on verra bien ce qu'on peut. Ça marche pas à tous les coups, mais parfois il y a des petits miracles qui se produisent. Mais alors justement, parlons des influences. Certains y voient Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol. Et très peu d'Afrique finalement. C'est extraordinaire. Il y a effectivement ces influences sont là. Mais quand moi je suis arrivé à Bordeaux à 17 ans, pour moi la peinture c'était la Renaissance. Pour moi, la peinture, c'était des choses extrêmement classiques. C'était Caravage, le Titien, plus tard, après Velázquez et tout ça. Et Basquiat, pour moi, ça a été un gros conflit quand le professeur de peinture, Jacques Abeille, qui est un écrivain remarquable aussi, entre autres petits clins d'œil, m'a présenté Basquiat. Pour moi, c'était un choc, parce que ça n'avait rien à voir avec comment il s'appelle je veux dire Caravage, mais ce n'est pas le nom que je voulais. Michel-Ange. Voilà, ça n'avait rien à voir. Et pour moi, ça a été dur. Et c'est grâce à ce professeur, Jacques Abeille, je redis, qui m'a appris à déconstruire finalement. D'accord. En tout cas, je rappelle qu'on pourra voir, merci d'être venu, Gopal Dagnogo, sur notre plateau. Je rappelle qu'on pourra voir vos œuvres ainsi que celles d'une centaine d'autres artistes à Aka. C'est au Carreau du Temple à Paris jusqu'au 11 novembre. Donc merci à tous ceux qui nous suivent et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à ceux qui nous ont suivis. De Saint-Maur à Isoro. Merci beaucoup et restez avec nous sur France 24. L'actualité continue.